tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, j'ai vu le nombre d'abonnés exploser et je vous en remercie. Déjà parce que ça fait plaisir et aussi parce que ça veut dire que ce que je fais, c'est pas trop mauvais. Ensuite aussi parce que si ça continue comme ça, je pourrais me consacrer totalement à ça. Je m'explique, parce que peut-être qu'il y a des abonnés qui savent pas, mais pour le moment, je fais les vidéos uniquement par plaisir, gratuitement. Je l'ai fait sur mon temps libre, j'ai un travail à côté. Mais si un jour j'atteins le nombre suffisant d'abonnés et d'heures de visionnage, je pourrais peut-être me consacrer uniquement à ça. Il faut à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Au moment où je fais la vidéo, là, j'ai 670 abonnés et quasiment 3000 heures de visionnage. Donc je suis encore vraiment assez loin. Mais en tout cas, merci parce que je m'attendais pas en commençant la chaîne à avoir autant d'abonnés. 670 pour moi, c'est un miracle. Pourtant, j'ai pas prié pour augmenter mon nombre d'abonnés ni utiliser la sorcellerie. Non, je déconne. Allez, bref, on y va pour notre affaire du jour qui ne sera pas donc pour les personnes sensibles. Je sais, je suis désolée, je vous avais promis la prochaine vidéo, celle-ci, mais j'ai oublié en fait entre-temps parce que cette nouvelle affaire, elle est tombée et puis voilà, c'est choquant, mais vous comprendrez mieux à la fin pourquoi j'ai eu envie de la faire. Donc je vous le redis, mais la prochaine vidéo sera pour vous, pour les personnes sensibles. Allez, ce coup-ci, on y va. On va parler d'une affaire récente, donc qui dit récente dit pas aboutie et avec très peu de photos. Je ferai une mise à jour donc au moment où il y aura du nouveau, mais avant d'en arriver là, on passe tout de suite à notre histoire. On va partir dans le Connecticut, plus exactement à Naugatuck, situé juste au sud de Waterbury. Au recensement de 2020, Naugatuck comptait 31 519 habitants. Donc c'est pas très grand. C'est ici donc que vivait Christopher Francischini, 31 ans. Christopher a une longue histoire de démêlés avec la justice. Il était bien connu des forces de l'ordre avec, selon la police, des antécédents criminels étendus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il a été reconnu coupable en 2012 d'agression au premier degré et condamné à 10 ans derrière les barreaux. Il a également été reconnu coupable d'un chef de possession de drogue avec intention de vendre ou de distribuer et de 2 chefs d'ingérence ou de résistance à un agent des forces de l'ordre. Christopher avait un bracelet électronique, il était en liberté conditionnelle après avoir purgé sa peine de 10 ans pour agression en 2012. Il avait été libéré sous condition en 2020 et avait de nouveau été arrêté en novembre 2021 pour un détournement de voiture à l'hôpital des anciens combattants de West Haven selon un rapport d'incident de la police. Christopher vivait en couple avec Christine Neves, Camilla Francischini, leur fille de 11 mois. Ils avaient également un fils d'environ 18 ans et 2 filles ayant la vingtaine. Ils vivaient à Mayville Avenue à Naugatuck, dans une maison appartenant à Raymond et Lyanna Francischini, les parents, selon les registres fonciers de la ville. C'était un quartier vraiment calme selon le voisin Lee Redk. Selon lui également, c'était une famille qui ressemblait à la famille tout le monde. Ils organisaient des pique-niques à l'arrière et l'affaire que je vais vous raconter a brisé le sentiment de sécurité de tout le quartier. La famille habitait là depuis 4 ou 5 ans. Le 18 novembre 2022, je vous avais dit que c'était récent, Francischini se serait mise en colère, d'abord contre son père, puis s'est disputé avec sa petite amie. Entre les deux, il a tué Camilla, la petite de 11 mois. Des parties de son corps ont été séparées de la zone principale du torse. Son bras droit a été complètement coupé à l'épaule et été allongé sur le tapis près du visage de l'enfant. Le bras gauche de Camilla a été partiellement coupé mais toujours connecté. Elle a également subi des coupures sur tout le corps et a été éventrée. Le médecin légiste statuera plus tard que la mort de la petite Camilla était un homicide et déterminera qu'elle est décédée des suites de compression au niveau du cou et des coups de couteau. Donc clairement, il l'a étranglée.
Lors de cette journée du 18 novembre, après avoir tué et démembré la petite, il a emmené sa femme à Waterbury où ils se sont retrouvés dans un parking à PetSmart. Lors d'une dispute dans le parking, Francis Kinney a détruit leurs deux téléphones et coupé son bracelet électronique. La mère de famille a déclaré à la police qu'elle était rentrée du travail vers 10 h du matin lorsqu'elle pensait que sa fille dormait à l'étage. Dès qu'elle est rentrée à la maison, Francis Kinney lui a dit qu'il devait aller direct au Walmart pour aller acheter de la nourriture pour Thanksgiving. Et quand elle a dit qu'elle voulait se changer de vêtements avant d'y aller, il lui a dit de ne pas toucher à la pièce. Il a dit « je nettoierai en rentrant à la maison ». Elle a donc rapporté que Francis Kinney l'a précipitée dehors et qu'il ne la laissait pas rentrer dans leur chambre au sous-sol. Alors qu'il se rendait au magasin, elle a alors remarqué que Francis Kinney transpirait abondamment, mais a déclaré qu'il ne semblait pas avoir de sang sur ses vêtements. Elle a dit aussi que Francis Kinney s'est plutôt rendu à Walmart pour y rencontrer un homme sur le parking de PetSmart. C'est là que le couple s'est disputé. Neves est rentré dans l'animalerie et a été suivi par le même homme que Francis Kinney voulait rencontrer. En sortant, son mari et le véhicule avaient disparu. Elle est donc rentrée chez elle à pied. Elle est allée nettoyer la chambre et elle attendait donc probablement des invités et c'est là qu'elle a trouvé sa fille morte. Elle s'est mise à crier comme indique le mandat. Pendant ce temps-là, Francis Kinney, lui, avait rendu visite à des amis qu'il n'avait pas vus depuis très longtemps. Ces individus auraient déclaré à la police que Francis Kinney semblait transpirer excessivement et aurait tenté de leur vendre la voiture de son père. L'un des habitants aurait aussi déclaré que Francis Kinney avait utilisé son téléphone pour créer plusieurs comptes de médias sociaux avant d'emprunter un sweatshirt et de partir. La mère, elle, en face du cadavre de sa fille, a immédiatement composé le 911. La police qui est arrivée sur les lieux a déclaré que direct sur la base de l'état du corps de l'enfant, nous ne pouvions clairement exclure qu'il s'agissait d'un accident. C'était un acte intentionnel, a déclaré donc McAllister, le détective. En même temps, normal, éventré et démembré et poignardé et étranglé, je vois pas non plus comment ça aurait pu être un accident. Le chef de la police, McAllister, a qualifié le crime d'horrible et macabre et a déclaré qu'il s'agissait de l'un des cas les plus difficiles et les plus éprouvants sur lesquels le département ait jamais enquêté. Il a dit que les officiers porteront cette affaire avec eux pour le reste de leur vie. La police a déclaré avoir trouvé l'enfant mutilé sur le sol parmi de petites mares de sang. Les médecins ont déclaré Camilla morte sur les lieux vers 11h46. Au total, 30 objets ont été récupérés dans la maison, dont une paire de baskets appartenant à Francis Kinney, une section de tapis, un t-shirt et une chaussette d'enfant, tous couverts de sang. Grâce aux témoignages et aux images des caméras de surveillance, les enquêteurs ont rapidement identifié Francis Kinney comme étant le principal suspect du meurtre, affirmant qu'il avait fui les lieux dans une Chevy Impala grise de 2006. Ce véhicule aurait été abandonné le soir même du 18 novembre à la sortie 8 de l'Interstate 91 à New Haven. Il aurait été vu pour la dernière fois ce même jour lorsque la police a déclaré que Francis Kinney avait abandonné sa Chevrolet et qu'une vidéo de sécurité l'avait capturé marchant sur l'avenue Quinnipiac à New Haven. Lorsque la voiture du père de Francis Kinney a été retrouvée, donc abandonnée, les enquêteurs auraient récupéré 13 éléments de preuve à l'intérieur, dont un couteau qui serait l'arme du crime. Et des traces de sang également ont été retrouvées du côté conducteur du véhicule. L'arme du crime, donc le couteau, il a été retrouvé en fait dans la boîte à gants.
Une immense chasse à l'homme donc a été lancée avec la tête de Francisquini sur toutes les affiches publicitaires et avec une récompense de 10 000 $ pour toutes les informations menant à une arrestation. Cette récompense a augmenté à 25 000 $ la dernière semaine. Le département de police de Naugatuck a obtenu un mandat d'arrêt contre Francisquini pour meurtre avec circonstances particulières et risque de blessures sur mineur. Vous n'êtes pas en sécurité, a averti le chef à quiconque pourrait aider Francisquini à éviter d'être capturé. La police a fait une déclaration télévisée en déclarant que le public ne devrait pas approcher Francisquini. Il est considéré comme armé et dangereux, a déclaré McAllister. Rendez-vous immédiatement, a déclaré McAllister dans un message adressé à Francisquini. Bon, vous pensez bien qu'il en avait rien à foutre et qu'il allait pas le faire. Bah c'est le cas. Sa cavale a duré 15 jours. La police a déclaré qu'un citoyen inquiet avait appelé la ligne de dénonciation anonyme, ce qui avait entraîné donc l'arrestation de Francisquini. L'appelant a déclaré à la police que Francisquini avait modifié son apparence mais qu'il était toujours reconnaissable. Le résident a vu quelqu'un qu'il pensait être, donc Francisquini, mais bon, évidemment, il n'était pas sûr. Il était habillé de la tête aux pieds en noir, il portait un survêtement noir, un masque de ski. Bon, le masque de ski, pourquoi hein. Et il portait aussi des gants noirs. Des images de bodycam et caméras de surveillance montrent le moment où des agents de Waterbury, dont le FBI, se sont précipités pour arrêter Francisquini. Francisquini a été appréhendé à 15h05 le 2 décembre 2022 à l'arrêt d'autobus de Waterbury sur la rue Mindow. Les caméras montrent donc plusieurs voitures de police devant un arrêt de bus. Il était entouré d'une douzaine d'agents des forces de l'ordre avec leurs armes à la main. Ils lui ont crié de se mettre à terre, ce qu'il a fait évidemment avant qu'il soit envahi et menotté. Hang on, do we have any road supervisor with Tahoe that can come down the meadow? 34S2 should be there. Get on the ground! On the ground! Down! Don't do it! Don't do it! Don't do it! Get on the ground! Down! 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 Get on the ground! Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground! Get on the ground! On the ground! On the ground! On the ground! Put your hands out now! Behind your back. We got him. We got him. Get on the ground! Get on the ground now! We got him. We got him. Close your knees. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground! On the ground. On the ground. Get on the ground! Put your hands out now. Behind your back. Au final, il a été arrêté sans incident. Tu m'étonnes vu le dispositif, toi. Il est passé donc en audience préliminaire le 5 décembre. Il s'est présenté devant un juge et une salle d'audience pleine, menotté donc à la cour supérieure de Waterbury. Il a répondu aux questions du juge en baissant la tête. Plusieurs membres du département de police de Naugatuck étaient dans la salle d'audience pour la procédure.
L'avocate de l'État de Waterbury, Maureen Platt, a qualifié Christopher Francischini de risque extrême pour la sécurité publique après la mutilation horrible de sa petite fille. Lors de sa mise en accusation devant la salle d'audience bondée de la Cour supérieure, le juge Joseph B. Schwartz a ordonné sa caution à 5 millions de dollars dans l'homicide de sa fille. Le juge a également augmenté la caution à 1,3 million de dollars pour plusieurs autres accusations en instance à partir de 2021. Francischini a donc été placé sous la garde du département de correction de l'État parce qu'il aurait commis l'homicide alors qu'il était en liberté conditionnelle spéciale. Il avait le bracelet, quoi. Je suis d'accord que vous posez un risque de fuite particulièrement important et cela est aggravé par la quantité de violence, a déclaré Schwartz avant d'ordonner la détention de Francischini avec cette caution de 6,3 millions de dollars. Au cours de la mise en accusation, Schwartz a émis une ordonnance de protection interdisant à Francischini tout contact avec 3 personnes. Et leur identité est restée confidentielle. Francischini était vêtu d'une combinaison blanche enchaînée avec une demi-douzaine d'agents des forces de l'ordre. Il représente un risque extrême pour la sécurité publique, a déclaré la procureure Platt. Elle a aussi souligné qu'il représentait un risque extrême de fuite, vu qu'il s'était enfui et était resté en liberté pendant 2 semaines. Sans se présenter au tribunal, évidemment pour les autres affaires en cours. La famille de Camilla était présente dans la salle d'audience, bondée et portait des chemises à son image. Ils sont partis après la procédure sans parler aux membres des médias qui ont assisté à la mise en accusation. Pour l'instant, pas de résultat pour l'évaluation psychologique, mais étant donné qu'une nouvelle date d'audience est fixée donc pour le 21 décembre, je suppose qu'il a été jugé apte à subir son procès. Il a eu cette évaluation déjà au vu de la nature du crime, mais pas seulement, parce qu'aussi un membre de la famille a déclaré à la police que Francischini s'était vu prescrire des médicaments pour les troubles bipolaires. Et qu'en raison de son comportement, il ne croyait pas qu'il prenait ces médicaments, a indiqué le mandat. Francischini a déclaré qu'il entendait toujours des choses et quelques jours avant l'homicide, il a déclaré que les voix ne cessaient de lui dire de tuer son père. Le membre de la famille l'a exhorté à demander de l'aide. Francischini était également connu pour fumer de la marijuana, mais n'a pris aucune autre substance illicite selon le mandat. Un membre de la famille a également déclaré que Francischini n'avait jamais rien dit au sujet de blesser sa fille et qu'il l'a traitée comme si elle était tout pour lui. Ouais. Sa femme a aussi confirmé les déclarations sur sa possible bipolarité et qu'il entendait parfois des voix dans sa tête. Un autre parent aurait aussi après coup informé la police qu'elle avait récemment parlé à Francischini et qu'il avait mentionné que sa santé mentale n'était pas bonne. Il lui avait dit qu'il entendait des voix, il lui aurait dit aussi qu'il avait envie de s'en prendre violemment à quelqu'un, mais il avait promis qu'il n'agirait jamais sur ses impulsions. Bon, là c'est probablement loupé, hein. Enfin bref, en tout cas, le chef de la police McAllister a déclaré aux journalistes que les autorités ne pouvaient pas exclure des accusations supplémentaires ou de nouvelles arrestations, étant donné que l'enquête est toujours en cours sur les allées et venues de Francischini au cours de ces 2 semaines de cavale. Nous ne pouvons pas exclure qu'il puisse y avoir des arrestations supplémentaires si nous pouvons déterminer que quelqu'un l'assistait ou l'aidait, a déclaré le chef de la police. Les autorités ont donc félicité également les membres de la communauté d'avoir aidé à faciliter l'arrestation de Francischini.
La capture de Francisquini est un exemple clair de ce qui peut être accompli lorsque les membres de la communauté travaillent avec les forces de l'ordre, donc pour retirer les individus dangereux de la rue, a déclaré le chef de la police. Il a été donc placé en garde à vue et devra maintenant faire face à la justice. Camila a été inhumée lors d'une cérémonie privée le 26 novembre, entourée de sa famille et de ses proches en toute intimité. Malgré que la police ait publié ça sur les réseaux sociaux avec une photo de la petite et un petit message. Nous reconnaissons qu'une perte comme celle-ci a un impact profond à la fois sur nos officiers et sur notre communauté, a déclaré donc ce message. Samedi, donc le lendemain de l'arrestation de Francisquini, ça aurait été le premier anniversaire de Camila, selon un tweet publié par le département de police de Naugatuck. Les habitants se sont réunis lors d'une veillée à Naugatuck en l'honneur de la petite. J'ai essayé de ne pas pleurer et tout parce que je veux juste garder le sourire et le rire de mon bébé, a déclaré la mère de Camila lors de la veillée funèbre. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a à peine pleuré, elle a surtout ri et souri. Elle souriait principalement. En plus de la veillée, la police de Naugatuck a demandé aux habitants de porter du rose lors de la cérémonie d'illumination des arbres de la ville en la mémoire de Camila, car ça aurait dû être donc en fait à ce moment-là son premier anniversaire ce même jour, le 3 décembre. La capture de son père était le meilleur cadeau d'anniversaire que Camila aurait pu recevoir, a déclaré la mère en deuil à la foule donc qui s'était rassemblée sur la place du village. Elle a enfoui sa tête dans son sweat et éclata en sanglots. Plusieurs membres de la famille de Camila portaient des t-shirts montrant l'enfant aux ailes d'ange. Chaque jour, vous voyez votre fille et un jour, ça s'arrête. Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'espère que les choses iront mieux. Elle a surtout souri, a bien appuyé la mère de la victime. Elle n'avait qu'1 an et a apporté tant de joie à sa mère et à sa famille, a indiqué un ami. Une page GoFundMe a été créée pour donc couvrir les frais funéraires et elle a rapporté plus de 7 000 $. Le maire de Naugatuck a encouragé à continuer de porter du rose en sa mémoire et tant que justice n'a pas été rendue. Une voiture de police est restée garée devant la maison tout le long de la veillée et un mémorial de fortune à Camilla avec des animaux en peluche et des fleurs ont été placés près d'un poteau électrique devant la maison. Pour finir, la police a déclaré qu'ils espéraient que la communauté ressentira un sentiment de soulagement. McAllister a déclaré qu'il voulait rassurer les gens que Francisquini ne serait pas libéré. Heureusement, je dirais, parce qu'il fait face à une batterie d'accusations. Sérieusement, c'est une histoire très récente, peut-être même trop, donc pour certaines personnes qui regarderont ma vidéo, qui resteront probablement sur leur faim, mais ça me tenait vraiment à cœur de la faire. Maintenant, Camila a été étranglée, poignardée, éventrée, démembrée. C'est juste macabre et horrible et inhumain. J'espère qu'il prendra un max, c'est dégueulasse. Et même pas de mots pour exprimer cette atrocité. Une gamine souriante, joyeuse, qui avait toute la vie devant elle. Un rayon de soleil qui a été froidement assassiné par un taré. J'espère qu'il justifiera et cachera pas son acte derrière sa bipolarité et le fait qu'il ait entendu des voix. De toute façon, quant au motif possible du crime, c'est une question avec laquelle nous débattons tous, la police, la justice et les personnes comme nous. Qui ferait cela, en particulier à son propre enfant ? Voilà, j'ai fini, je suis désolée pour le moment, j'en sais pas plus. La prochaine date d'audience est le 21 décembre.
On verra à ce moment-là, donc j'en saurai peut-être un peu plus. Cette affaire, elle m'a totalement bouleversée. Je voulais faire une vidéo pour les personnes sensibles et au final, ça c'est sorti partout et tout, dans toutes les télévisions. Donc ça m'a plus ou moins remué l'estomac. Enfin, j'ai trouvé ça même horrible. Donc je me suis vraiment focalisée sur cette histoire, mais la prochaine sera pour les personnes sensibles, je vous le promets. En attendant, je vais vous faire des énormes bisous, je vais vous dire faites gaffe à vous. Bye!